Film expérimental, d'avant-garde, underground, à quoi correspondent ces termes dans le cinéma? À partir de quel moment peut-on désigner un film comme faisant partie de cette catégorie? Par sa durée, son montage, sa thématique ou bien son esthétique? Nous pouvons en voir des courts, des longs, des lents, des rapides. Certains sont du dessin, d'autres du collage. Germaine Dulac, réalisatrice avant-gardiste, dit « On peut qualifier d'expérimental tout film dont la technique utilisée, en vue d'une expression renouvelée de l'image et du son, rompt avec les traditions établies pour chercher dans le domaine strictement visuel et auditif des accords pathétiques et inédits. » Le cinéma expérimental est-il donc à la recherche du nouveau, de l'inédit? Est-ce une différence uniquement de technique par rapport au cinéma conventionnel? Ou y a-t-il une autre différence? Une différence philosophique? Est-ce juste un petit courant cinématographique? Ou bien une partie centrale de l'histoire du cinéma? Pour répondre à ces questions, et mieux comprendre ce que signifie le cinéma expérimental, nous devons nous plonger dans son histoire, suivre tout son cheminement jusqu'à aujourd'hui, en commençant par les prémices, la naissance du cinéma. Le cinéma se veut lui-même la suite d'expérimentation et de développement de machines jouant sur la théorisation de la persistance rétinienne et de l'effet Phi, partant de jouets optiques tels que le zootrope, le tomatrope ou le folioscope qui amusent et étonnent la bourgeoisie du 19e. Le matériel illusoire va évoluer afin de donner naissance au kinétoscope et au cinématographe, qui permettent la projection d'images jouant sur l'illusion du mouvement, ce qui donne les premiers films. Ces œuvres cinématographiques sont eux-mêmes expérimentaux du fait qu'ils sont produits par un mécanisme nouveau. Les Lumière et Edison filment les premières choses qui leur viennent à l'esprit pour tester leurs inventions. Les frères Lumière découvrent alors, avec le développement du cinématographe, les possibilités de son utilisation. Tout d'abord son fonctionnement et son visuel, avec l'aquarium, la barque sortant du port, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, ou bien bataille de boules de neige, qui montrent des actions, décors et bizarreries qu'ils mettent en place. Ensuite, ils incluent à ces images une histoire, un scénario, comme L'arroseur arrosé et Géant et nain, dans le but de divertir les personnes qui regardent ces films. Finalement, ils essaieront ainsi certaines techniques comme le rembobinage avec démolition d'un mur, ou bien le stop motion dans Le squelette joyeux. Edison de son côté, avec son kinétoscope, travaillait au début avec les corps comme dans New York Athlete ou les acrobaties de Louis Martinetti. Sa caméra se tend ensuite plus particulièrement vers des images documentaires cherchant à capter des événements importants comme le départ d'un bateau ou bien une parade de la police. Les pères du cinéma ont ainsi donné les bases du fonctionnement et des possibilités cinématographiques, mais Méliès, grand cinéaste parisien, fait dans son atelier un usage nouveau de la caméra en tant qu'illusionniste. Il expérimente les capacités de la mise en scène et du trucage par le biais du montage, en élaborant un cinéma plastique. Scorsese nous le montre par son hommage dans son film Hugo Cabret, où s'enchaînent de nombreuses scènes et prouesses des films de Georges Méliès. Son talent et son ingéniosité inspirent de nombreux réalisateurs dans le futur par cette faculté de créer et d'essayer de nouvelles tentatives visuelles. Début d'un cinéma ayant une identité nouvelle. La popularisation et le développement du cinématographe permet durant les années 10 l'émergence d'une forme de cinéma expérimental qui voit le jour en Italie, Allemagne et France par les peintres abstraits qui souhaitent s'aventurer dans un art nouveau où il est possible d'ajouter le mouvement aux couleurs de leurs peintures. Les frères italiens Bruno Cora et Arnoldo Gina en sont des figures marquantes car étant des futuristes italiens, ils voient en le cinéma un art futuriste car total, synthèse de la peinture, de l'architecture, de la photographie et de la musique. Ils réalisent les premiers courts-métrages abstraits en 1912, L'Arc-en-Ciel et La Danse, qui sont des films peints sur la pellicule, puis Vita futurista della Vinale en 1916, premier film futuriste dont la pellicule sera perdue. Bruno Cora écrit en 1916 un manifeste intitulé La cinématographie futuriste, où il y décrit en avance sur son temps les codes du cinéma d'avant-garde. L'un de ses compères, Filippo Tommaso Marinetti, va lui aussi écrire sur ce thème avec le manifeste du cinéma futuriste signé par ses compagnons. Il écrit dans ce manifeste que leurs films seront des poésies cinématographiées, car il souhaite un mélange de cinéma parlant et poétique par la présence de la peinture. Ainsi, leurs essais cinématographiques, par leurs innovations et leur modernité, comme le veut la mentalité du futurisme, contribuent à la période qui suit, celle de l'avant-garde dans les années 20. La Première Guerre mondiale entraîne une chute du cinéma européen par la mobilisation de la production européenne pour l'armée. En parallèle, elle permet une prédominance des productions hollywoodiennes qui vont profiter de l'absence cinématographique de l'Ancien Monde pour produire et exporter de nombreux films.
Les succès des grosses productions de D.W. Griffith, Intolérance et Birth of a Nation lancent la machine d'Hollywood, qui se développe et fait naître des films à la chaîne avec la présence d'un star system, avec Douglas Fairbanks, Florence Lawrence ou bien Charlie Chaplin. L'Amérique prend alors le contrôle du cinéma avec plus de la moitié des films projetés dans le monde. En France, les réalisateurs regardent ces films en boucle et va provoquer chez un groupe de cinéastes la remise en question de l'esthétisme et l'intérêt des films narratifs. De jeunes réalisateurs, sans doute inspirés par le cinéma futuriste italien, vont réaliser des films d'un nouveau genre. Abel Gance en est le père. Jeune poète, il réalise son premier métrage en 1915, La folie du Docteur Tube, qui ne rencontre pas de succès avec le public et est rejeté par son producteur, Louis Nalpas, mais a néanmoins une vision originale pour son époque, en essayant de faire ressentir la folie par des effets visuels et une mise en scène intéressante. Jean Epstein, cinéaste et ami de Gance, dira que ce film introduit dans la technique cinématographique la vision personnelle de l'objectif. Suivant cet échec commercial, le cinéaste se tend vers le drame avec Mater Dolorosa et la 10e symphonie, qui vont le rendre populaire du public. Mais c'est après J'accuse, son œuvre Mémoire de la Grande Guerre, qu'il réalise La Roue en 1923, qui est révolutionnaire pour son temps. Le réalisateur filme la vie de cheminot avec lyrisme et s'intéresse aux sentiments de ses personnages par des surimpressions et des gros plans. Une grande partie de l'œuvre est réalisée en extérieur, rare pour l'époque, avec un langage cinématographique inédit. L'œuvre participe à l'essor d'un cinéma nouveau, celui de l'avant-garde. Le terme d'avant-garde pour le cinéma est introduit par l'essayiste Louis Deluc, qui voyait en le 7e art, comme le nommait Canudo, un art libre et autonome, contrairement à ce qu'il se faisait avec l'industrialisation du cinéma dit populaire. Il réalise en 1919 avec la cinéaste Germaine Dulac La Fête espagnole, film fondateur avec La Roue de l'avant-gardisme. Le cinéma d'avant-garde se définit contre le cinéma devenu commercial et littéraire. Les cinéastes souhaitent se libérer du travail de groupe, des boîtes de production, par la possibilité de créer individuellement comme tout autre artiste. Néanmoins, un regroupement va s'organiser dans cette nouvelle vague avec cinéastes, peintres, photographes, poètes. Le mouvement explose dans les années 20 avec la volonté de changer l'ancien monde et ses valeurs. C'est en 3 courants que peut être divisée cette période créative avec l'impressionnisme, le formalisme et l'avant-garde sociale et documentaire. L'impressionnisme est un mouvement qui émerge dans le monde de la peinture au XIXe siècle. Il est la remise en cause des codes dits académiques de la peinture car en effet les thèmes peints sont nouveaux, le monde extérieur ou bien la vie moderne, et cherche à représenter la réalité des choses subjectivement et à jouer avec l'impression par des techniques nouvelles comme le volume ou bien la tonalité des couleurs. Les premières avant-gardes cinématographiques vont faire de même, remettre en cause l'art qu'ils font et jouer sur l'impression. C'est aussi en réponse au cinéma expressionniste allemand qui réalise des films basés sur la symbolique et sur un décor abstrait, comme en témoignent les œuvres de Murnau, de Fritz Lang, ou bien le film Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene. Les thèmes abordés par l'impressionnisme seront eux nouveaux et la forme aussi. Louis Deluc, jusqu'à sa mort en 1924, réalise un cinéma où la narration est effacée pour laisser place à l'image et son sens. La forme prévaut sur le fond, avec des thèmes sociaux populaires sous décor naturel qui devient un langage symbolique. Il cherche à exprimer la psychologie des personnages par l'image. Son film La Fièvre, sorti en 1921, témoigne de cette volonté par une histoire autour des personnages et non l'inverse. Le réalisateur nous plonge dans un bar marseillais où des matelots boivent et ressassent le passé par des fondus afin de comprendre les personnages, ou bien dans le choix des plans où une fille dans sa mélancolie regarde celle des autres. L'œuvre nous montre des hommes et des femmes en joie et en souffrance à travers un trio amoureux qui guide le film. Le tout est réalisé en studio, mais cela change dans ses prochains films avec une approche vers la nature, comme dans La femme de nulle part ou L'inondation. Le cinéaste utilise dorénavant le monde extérieur afin de dévoiler l'intérieur de ses personnages, comme le vent ou bien l'eau, qui représentent la tourmente ou le désir. Un terme né de ce nouveau cinéma par ses procédés de montage. La symphonie visuelle. Ce style cinématographique se perpétue chez son amie Germaine Dulac, l'une des premières cinéastes féminines, qui pousse l'idée de Deluc dans son adaptation La souriante Madame Bedet, où afin de faire comprendre le personnage, elle use de plusieurs procédés. Film féministe, il est aussi son chef-d'œuvre et l'un de ses seuls films impressionnistes. L'œuvre se démarque par ses gros plans, ses fondus
et sa musique qui représente une vision subjective de la femme éprouvant un profond dégoût pour son mari. La cinéaste conçoit un film qui s'intéresse avant tout au personnage de Madame Benet, à sa condition, ses peurs, ses désirs et ses pulsions. Au début du film, un morceau de Debussy est joué, musicien impressionniste reflétant peut-être ainsi les intentions de Dulac dans sa création. Ce cinéma se démarque donc par des effets stylistiques comme le cadrage, les mouvements, les jeux d'ombre, les flous et surimpressions, permettant à ces cinéastes de peindre leurs héros. Ainsi, Marcel L'Herbier, le spécialiste du flou artistique, va réaliser Eldorado en 1921, L'Inhumaine en 1923, son projet le plus ambitieux qui fait appel au peintre Fernand Léger pour le décor, et L'Argent en 1928, qui a une esthétique de la contemplation avec de sublimes gros plans. D'ailleurs, ce film est le premier à réaliser un making-of sur les secrets de tournage, démarche témoignant de l'importance de la vision du réalisateur. Dans ses différentes œuvres, le cinéaste innove par son style, en particulier à la fin de L'Inhumaine, où une véritable symphonie visuelle se met en place pour une expérience scientifique. Les images se superposent et forment une vision poétique de la mécanique. Un autre homme va réaliser une œuvre impressionniste de grande ampleur, Abel Gance. Par son ambition, il réalise de grands films d'histoire tels que J'accuse et pousse au paroxysme les idées et pratiques du mouvement impressionniste afin d'en soustraire la psychologie de ses grands personnages comme dans Napoléon, où il utilise 3 caméras pour un nouvel esthétisme afin de représenter le gigantisme des débuts de la campagne d'Italie. Abel Gance parle de musique de lumière pour cette prouesse cinématographique du triptyque final, prouesse qui révolutionne et poétise le cinéma par l'enchaînement qu'il propose des images car la compréhension devient difficile et seule la sensation ou bien le ressenti sont possibles. Néanmoins, la figure de l'avant-garde impressionniste est Jean Epstein, peintre et théoricien qui réalise plusieurs films dont Cœur fidèle en 1923, son œuvre la plus populaire. Elle se démarque par le lyrisme qu'insuffle le cinéaste dans le film, comme en témoigne la scène de l'appel au suicide dans l'eau, ou bien celle de la fête foraine. Le cinéaste utilise la surimpression pour retranscrire la pensée du personnage face à la mer, ou bien un montage alterné dans le but de refléter les idées confuses du protagoniste. Plus tard, il réalise La glace à 3 faces, en 1927, sur 3 aventures amoureuses d'un homme qui les délaisse pour l'amour de sa voiture et de la vitesse. L'intelligence du cinéaste est d'utiliser pour chacune des parties un montage marquant et différent, et puis dans la finalité lorsqu'il part avec sa voiture d'utiliser une caméra subjective jusqu'à sa mort, où un fondu permet de faire disparaître l'homme dans une glace à 3 faces. L'un de ses films les plus marquants est son adaptation de Edgar Poe, La chute de la maison Usher, sorti en 1928. Histoire issue d'une nouvelle très sombre, le cinéaste retranscrit l'ambiance du livre par des fondus, des surimpressions et un jeu sur les ombres où il explore les possibilités visuelles de l'œuvre. Ces grands cinéastes ont permis l'émergence de l'avant-garde cinématographique par le mouvement qu'est l'impressionnisme. Il s'efface petit à petit, laissant place à de nouvelles visions du cinéma, mais réapparaît en particulier dans certains films comme chez Jean Renoir, fils du peintre impressionniste Auguste Renoir. Il réalise de nombreuses grandes œuvres du cinéma français, dont certaines avec une ponctualité impressionniste, comme par exemple Partie de campagne en 1946, qui est réalisée en extérieur avec des plans qui s'approchent des peintures de son père, et les amplifie par le progrès technique comme le travelling. La nature y est un personnage à part entière, car elle englobe les personnages et agit sur eux. Dans son film La Talente, le cinéaste mêle les personnages avec l'eau par le biais du montage, afin d'exprimer les sentiments de ses protagonistes. Puis, dans son œuvre majeure La Bête humaine, où le réalisateur filme Jean Gabin dans toute son intimité, dans son cœur et ses pensées, tel un cinéaste impressionniste qui souhaite faire ressentir au spectateur les sentiments du personnage. L'impressionnisme est un mouvement qui a permis aux cinéastes de s'exprimer différemment face au cinéma américain et de façon plus personnelle. Il ouvre la voie à un cinéma indépendant et ambitieux qui recherche le sens même de cet art. C'est dans cette idée que naît le mouvement suivant, l'avant-garde formaliste. Dans les années 20, de nombreux artistes se dirigent vers les salles de cinéma afin d'observer l'évolution et les possibilités de ce nouvel art. Intéressés par ce médium, des peintres, des photographes ou des musiciens s'emparent du cinématographe afin d'exploiter leur imaginaire, définissant chacun des hypothèses esthétiques nouvelles. Nous pouvons noter 3 mouvements artistiques qui se fusionnent avec le cinéma à cette période, le surréalisme, le dadaïsme et le cubisme. Ensemble, ces formes cinématographiques cherchent à créer, choquer, sublimer et chercher des possibilités nouvelles par le montage, la musique et l'absence de scénario. Chaque artiste utilise le cinéma à sa manière, donnant une palette particulière de films à cette période, en commençant par le cubisme.
Populaire grâce au peintre Pablo Picasso, le cubisme est un mouvement pictural du début du XXe siècle. Il est fondé sur une lettre de Cézanne où il y est écrit « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. » En simple, le désir de peindre le monde dans sa géométrie. Un peintre en particulier prend la voie du cinéma pour expérimenter le cubisme, Fernand Léger. Selon lui, l'erreur du cinéma, c'est le scénario. Dégagé de ce poids négatif, le cinéma peut devenir le gigantesque microscope des choses jamais vues et jamais ressenties. Il réalise en 1924 Ballet mécanique, où il exploite sa fascination pour la vitesse, la mécanique et les outils de production. Grâce à la caméra, j'ai fait alors bouger des objets qui ne bougent jamais, et j'ai vu qu'ils prenaient un sens objectif. Mais c'est une objectivité en mouvement, à la différence de l'objectivité immobile de la peinture, qui s'impose par contraste. Le peintre s'essaye au cinéma, dans le but de créer une œuvre uniquement plastique et visuelle, et de voir le pouvoir du 7e art. Le montage de son œuvre, les plans et les objets filmés, innove pour son temps et forme une œuvre singulière par sa symphonie plasticienne. Nous pouvons aussi percevoir une forme de cubisme dans le film Symphonie diagonale de Viking Egling, de même que dans Rythme 21 et 23 de Hans Richter, où les formes sont les acteurs. Les ronds, les carrés, les figures géométriques dansent, bougent, apparaissent puis disparaissent. Mais ces dernières peuvent aussi être catégorisées Dada, mouvement qui a joué sur le cubisme et le surréalisme. Nous avons lu quelque part « Dada naquit sur les lèvres de Tristan Tzara le 8 février 1916 à 6 heures du soir au Café Terrasse à Zurich ». Avez-vous des commentaires, monsieur Tzara? Bien, c'est la légende qui le dit, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est vrai ou non, ça je ne pourrais pas vous préciser, puisqu'il y a déjà si longtemps et que la légende s'est implantée d'une manière tellement forte dans l'esprit de tous les gens qu'on ne croirait pas. Et à vrai dire, Dada, Dada, ça a très peu d'importance. Comment il est né, comment il est arrivé, comment il a été trouvé. Tristan Tzara donne naissance au dadaïsme en 1916 à Zurich, avec ses camarades et son manifeste Dada. Le mouvement se veut face à l'absurdité de la guerre. Les artistes montrent un monde nouveau et prônent la liberté de l'art. La volonté du mouvement est de se détacher des valeurs artistiques traditionnelles pour en fonder une nouvelle. Pour cela, les artistes ignorent les arts du passé et créent avec tout ce qu'ils ont entre les mains, ayant ainsi la plus grande liberté d'expression possible. Le dadaïsme se veut particulièrement engagé et remet en question les fondements de la société. En 1921, le mouvement meurt par des opinions différentes au sein du groupe et par l'absorption des partisans par André Breton, ancien dadaïste qui fonde le surréalisme. Malgré cela, nous pouvons percevoir des œuvres dada au cours du temps. Dans les années 20, de jeunes artistes créent des œuvres filmiques où la volonté du mouvement reste intacte. Marcel Duchamp, peintre dada, réalise Anémique Cinéma. L'œuvre représente des cercles qui tournent ayant des inscriptions, des jeux de mots, ce qui provoque des illusions d'optique. L'artiste recherche un moyen d'explorer les possibilités visuelles. Le film est co-réalisé avec son ami Man Ray, de son vrai nom Emmanuel Radnitsky, peintre et photographe dadaïste. Il photographie de nombreux portraits de Duchamp pour en tirer sa personnalité et son caractère. Le New-Yorkais réalise par la suite 4 films en toute liberté, loin de l'industrie. Son premier, sorti en 1923, Le Retour à la raison, après son arrivée à Paris, représente l'érotisme avec sa copine Kiki de Montparnasse, ainsi que l'expérimentation visuelle issue de nouvelles techniques photographiques en ne passant pas par le négatif. L'artiste crée une œuvre sans arrière-pensée, uniquement par la volonté de produire. Il reproduit un travail similaire en 1926 avec Emak Bakia, un ciné-poème, enchaînement d'inserts illusoires, d'images rapides et granuleuses, de flou, d'objets en mouvement, jouant avec un miroir et des individus, dans un style documentaire. Le façonneur d'images montre son désir de basculer l'esthétisme de son époque et d'inventer un nouveau beau. Mais, l'œuvre ultime du dada dans l'histoire du cinéma est Entr'acte, du cinéaste René Clair et du pianiste Erik Satie en 1924. Le film est un ensemble de bizarreries visuelles et comiques, où l'on peut voir des ralentis et des montages rapides et magnifiques. René Clair invite ses amis Duchamp, Satie, Rey et Picabia pour apparaître dans des scènes absurdes mais belles. Le cinéaste capte le temps par ses variations du montage.
L'abstraction du sens dans ce film permet d'apprécier davantage le visuel et la pure créativité de René Clair. Cette œuvre correspond à la conception même du dadaïsme et embrasse le début de la période surréaliste. Le surréalisme est né avec le cinéma, car ses protagonistes ont grandi en même temps. En effet, les pionniers du surréalisme cinématographique sont nés à la fin du XIXe. Le terme de ce mouvement est un hommage à Apollinaire qui avait le premier utilisé le terme dans la définition d'une de ses œuvres. Dans les années 20, le surréalisme est un mouvement issu de la poésie et des arts plastiques qui se définit par une volonté de retranscrire la pensée humaine. C'est ainsi qu'apparaît l'écriture automatique qui permet de mieux tirer la pensée sur une feuille de papier. Procédé appliqué par Desnos ou bien André Breton, poète qui publie en 1904 Manifeste surréaliste, ouvrage marquant la naissance du mouvement surréaliste. Le cinéma va permettre à ces artistes d'exprimer et mettre en pratique leur désir de représenter la pensée par l'intermédiaire du rêve imagé. Le cinéma surréaliste se caractérise ainsi par des images absurdes et symboliques tirées des rêves freudiens, échappant à toute logique narrative. Breton écrit dans son manifeste « L'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. » À travers cette vision de l'image, de nombreux artistes vont prendre la caméra dans ce sens afin d'en tirer une forme de pureté visuelle. Le premier film surréaliste est sans doute La coquille et le clergyman de Germaine Dulac en 1928. Scénario de Antonin Artaud qui nous mène dans un film d'image pure. En effet, l'œuvre n'a pas de véritable fil conducteur, hormis celui de montrer les frustrations sexuelles d'un prêtre. L'œuvre enchaîne les gros plans, fondus, surimpression, trucage visuel, le tout guidé bien entendu par le montage afin de montrer le désir volé du personnage. Dulac réalise donc un film abstrait qui se focalise sur la représentation et non sur la narration, montrant la liberté visuelle du cinéma. La même année est réalisée L'Étoile de mer de Man Ray, une œuvre qui se veut surréaliste de par son origine, ses protagonistes et sa réalisation. En effet, l'œuvre vient du poème L'Étoile de mer de Robert Desnos, qui apparaît dans le film. Man Ray, après l'écoute de l'écrit, imagine un scénario pour un film, poème de Robert Desnos, tel que l'a vu Man Ray. Le photographe prend la caméra et réalise son œuvre sans prétention, voulant uniquement offrir le visuel du poème au poète. Les pellicules de Man Ray représentent la pensée suite à la réalité écrite par Desnos, comme en témoigne l'image constamment trouble du film. L'œuvre se voit alors une véritable conception surréaliste. Mais le cinéma surréaliste est fondamentalement représenté par le film le plus populaire du mouvement, qui apparaît l'année suivante, Un chien andalou, de Buñuel et Dali. Connue pour sa scène du globe oculaire tranché en deux, l'œuvre est la première qui est acclamée et appréciée par le milieu surréaliste, le film de Dulac ayant été source de conflits. Le scénario, ou plutôt la conception du film, vient d'un dialogue entre Buñuel et Dali qui échangèrent sur leurs rêves, et voyant une idée intéressante pour réaliser un film, ils continuèrent sur le principe d'un échange d'images. L'un en proposait une, l'autre la modifiait afin de finalement tomber d'accord. De cet échange naît le film. Le cinéaste réalise alors le projet fort de symbolisme et d'image gore, mais réfute toute interprétation possible, même s'il est possible d'en faire. Philippe Rouillet parle d'un film miroir, qui est le regard du spectateur. Par exemple, il y a sans cesse des images où nous pouvons percevoir la forme d'un œil, que ce soit avec les fourmis ou bien les individus qui se mettent en rond. L'œil est dans la scène la plus connue du film lorsqu'il est coupé par le réalisateur lui-même au début de l'œuvre. Acte symbolique, comme s'il faisait de même avec le spectateur qu'il terrifie, comme si l'œuvre ne devrait pas être vue. Durant le film, le surréalisme est présent par plusieurs points. Tout d'abord, l'absence de repères temporels et spatial. Les termes « il était une fois », 8 ans après, 16 ans avant, font perdre toute logique de temps à l'œuvre. L'espace, lui, est confus par le déplacement des personnages. Ils se téléportent d'un appartement à une forêt, ou bien passent une porte et arrivent sur une plage. Néanmoins, ce surréalisme exacerbé fait connaître un succès à l'œuvre lors de sa sortie, ce qui déçoit les concepteurs de l'œuvre qui accuseront de snobisme les spectateurs car le film se veut contre eux
avec une violence et une cruauté totale. Nous pouvons ainsi percevoir que la volonté du surréaliste n'est pas de plaire, mais de créer. Le dernier film surréaliste de cette avant-garde est Le sang d'un poète de Jean Cocteau, sorti en 1931. L'œuvre du jeune artiste vient d'une commande de Charles de Noailles qui lui demande un film d'animation. Le jeune homme, n'ayant pas le niveau technique pour réaliser la demande, va alors faire un film aussi libre qu'un dessin animé, comme il le dit lui-même. Il crée à son insu un film surréaliste car il ne connaissait rien aux techniques cinématographiques et a uniquement créé comme le ferait un peintre ou un dessinateur. Ainsi, des erreurs techniques deviennent des techniques surréalistes car elles offrent une perspective nouvelle sur les plans. L'œuvre se démarque donc de son époque car la liberté de création, mélangée à l'inexpérience et la créativité, donne un film d'un esthétique nouveau qui inspire les cinéastes d'après-guerre. Après cette période de création et d'images absurdes, se suit tout l'inverse dans une nouvelle avant-garde. Les innovations techniques développées vont permettre de montrer le monde et ceux qui l'habitent. Le but n'est alors plus uniquement de créer, mais de montrer. Certains cinéastes vont se plonger dans l'esthétisme urbain, créant la symphonie urbaine. Ces portraits de ville reflètent leur modernité. Le désir de filmer la ville date de la naissance du cinéma avec Edison et Lumière, qui réalisent des courts-métrages sur des rues ou des événements urbains. Dans les années 20, se développe un désir de représenter la ville. Charles Schiller, en 1920, réalise Manhattan. L'œuvre met en avant le fonctionnement et le physique de la ville, comme s'il était un personnage. L'humain n'est pas pris dans son individualité, mais dans son union. La ville est vivante, bouge à chaque plan et révèle l'immensité architecturale de Manhattan. Le même style de film apparaît mais sur d'autres villes comme Paris, dans Rien que les heures de Alberto Cavalcanti, où nous suivons des personnages dans l'animation de la cité. André Sauvage, lui, dresse un portrait de Paris dans ses études de Paris de 1928, comme s'il voulait la montrer à des personnes qui ne l'avaient jamais vue avec des titres, des grands monuments et des places. L'objet filmique se veut véritablement documentaire, dans la volonté de faire découvrir la ville aux autres. Nous pouvons retrouver ceci dans d'autres villes comme Nice, dans le film de Jean Vigo à propos de Nice, sorti en 1930, forme de capture mémorielle de la population et des activités de la ville. La capitale allemande est aussi figée par la caméra, avec Berlin, symphonie d'une grande ville de Walter Ruttmann en 1926, ou bien la capitale russe dans Moscou, de Mikhail Kaufman en 1927. La symphonie urbaine est une captation de la vie citadine, mais surtout de la vie humaine, comme en témoigne l'œuvre de Dziga Vertov, L'homme à la caméra en 1929. Film expérimental et documentaire, il utilise le montage afin de peindre l'homme dans sa journée, du travail au sport, en passant par sa beauté et sa naissance. La caméra devient un œil comme nous le montre Vertov, qui regarde le monde qui l'entoure. Nous pouvons déceler cette idée de l'œil pour Aimless Walk, la marche sans but de Alexander Hamid en 1930, qui comme son titre l'indique est une balade dépourvue de sens, hormis de montrer la vision d'une personne se baladant de la ville à la campagne. L'avant-garde sociale et documentaire a dans ses premières années un intérêt tout particulier pour la ville, mais se tourne petit à petit vers la nature dès l'arrivée du cinéma sonore. Les films dits de nature apparaissent, en particulier avec le réalisateur Jean Epstein dans ses films Finisterae, L'or des mers, Morvran ou bien Chanson d'Armor. Durant ces années, il a un penchant prononcé pour les films documentaires, surtout des films qui montrent la mer et les hommes qui y vivent. Que ce soit vers la nature ou bien en ville, l'avant-garde sociale et documentaire a comme approche de capturer l'humain et ce qui l'entoure à un moment donné. Ce mouvement a un désir de sauvegarder le temps présent et pouvoir restituer à des populations la vision de lieux qui leur sont inconnus. Les différentes avant-gardes ont ainsi permis une évolution dans la perception que les gens ont des films et des capacités de la caméra. Les films ont été tordus, distordus, afin de mieux comprendre ses possibilités. L'acteur ne devient plus nécessaire, seule l'image compte. C'est alors que se développe un nouveau genre de cinéma, celui sans caméra. L'animation sans caméra, ou le cinéma d'animation, est un genre filmique né en même temps que le cinéma, avec les jouets optiques. Avec le développement technique, l'animation devient de l'image par image permettant une fluidité visuelle. Émile Coll, dessinateur français, réalise le début d'un cinéma d'animation avec Fantasmagorie, où il utilise le stop motion pour faire vivre ses dessins. Pas l'ombre d'un acteur, uniquement des traits de pinceau. De même pour les films Opus, 1921 à 1924, de Walter Ruttmann, où s'entremêlent les couleurs, les ronds, les triangles,
sur le rythme de la musique, comme s'il y avait une histoire. Des œuvres abstraites et expérimentales mettent en avant l'animation comme objet visuel poétique et harmonieux. Dans les années 30, se démarquent deux réalisateurs d'animation, Norman McLaren et Len Lye. McLaren utilise dans ses œuvres une technique qui consiste à peindre les pellicules afin de donner vie au dessin. Il crée ainsi une multitude d'œuvres dans sa carrière de 1933 à 1983, et lors de ses débuts, il y a 3 courts-métrages intéressants qui montrent les capacités de l'animation et le talent du dessinateur. Dots en 1940, Boogie Doodle en 1941 et Hen Hop en 1942. La caméra n'est plus nécessaire pour faire un film, un feutre permet autant, voire plus. Dans ces films, nous voyons des animaux, objets, prendre vie par le rythme qu'insuffle l'artiste sur les images. Len Lye en fait tout autant avec ses œuvres expérimentales, comme Tout cela va en 1929, à propos d'un parasite. Mais il va surtout fusionner l'animation et la caméra, afin de créer une ambiance particulière comme dans le magnifique Rainbow Dance, ou bien dans Trade Tattoo, où l'urbanisme est coloré, proche de l'imaginaire, monté sur un tempo très rapide, sans laisser le temps au spectateur de respirer, provoquant une sensation de dépassement, comme un syndrome de Stendhal. Son œuvre, Kaléidoscope, est similaire dans sa vitesse et dans l'explosion visuelle de formes, de couleurs, donnant naissance à une véritable mélodie visuelle. Mais le maître de ce cinéma à cette période est le cinéaste expérimental Oskar Fischinger. Il réalise de nombreux effets spéciaux pour des films comme La femme sur la lune de Fritz Lang, et innove dans son domaine par la création de techniques de production, comme la création de sons synthétiques, ou bien en créant des enchevêtrements de formes fluides véritablement innovateurs. Ces studies ont permis la création de ces nouvelles techniques, ainsi que ses autres œuvres expérimentales comme Un Optical Poem, qui associe musique classique avec animation, comme pour mettre un visuel à la musique. Après la création de ces nombreuses expérimentations, Fischinger travaille avec Disney pour Fantasia en 1940, et ses créations ont fortement inspiré le film dans certaines parties. Le cinéma d'animation expérimentale a fortement permis l'évolution du style filmique jusqu'à en faire partie avec le chef-d'œuvre qu'est Fantasia. Les avant-gardes cinématographiques qui sont apparues dans les années 20 ont permis d'émettre des hypothèses esthétiques qui ont fait évoluer les conceptions techniques de l'époque. Le cinéma d'avant-garde ou expérimental, comme nous disons aujourd'hui, a dirigé le 7e art vers des possibilités nouvelles. L'expérimentation filmique pousse les futurs metteurs en scène à voir l'infinité des options qu'offre une caméra. L'avant-garde s'est ainsi étendue en Belgique avec Henri Storck, Charles de Keller, et aux Pays-Bas avec Joris Ivens. De même dans l'Est, comme le Polonais Stefan Temerson et sa femme Franziska, ou bien le Tchécoslovaque Alexander Hamid. Dans ce désir de continuer à créer, à produire, à innover, de nombreux artistes en vue de la Seconde Guerre mondiale et de la montée du fascisme vont quitter l'Europe par choix ou par survie, afin de se diriger vers le Nouveau Monde. En 1929, Hélène de Mandro accueille une réunion légendaire dans l'histoire du cinéma, le congrès de la Sarraz. Premier congrès international du cinéma indépendant, il réunit critiques, cinéastes et théoriciens tels que Eisenstein, Hans Richter, Walter Ruttmann ou bien Béla Balázs. Cette réunion permet à ces hommes du cinéma d'envisager le futur du cinéma indépendant dans le but de fonder une structure coopérative dans la production de films et dans sa circulation. Ils se lèvent contre les productions de l'industrie française et américaine, cherchant une autonomie de leur art. Durant ce congrès, de nombreux films d'avant-garde sont diffusés, tels que Étoile de mer de Man Ray ou Un chien andalou de Buñuel. La réunion de ces hommes du cinéma n'aboutit malheureusement pas à grand-chose, hormis la naissance de ciné-clubs et le souvenir de la rencontre de grands cinéastes. Finalement, ce sommet contre la crise cinéphilique signe en quelque sorte la fin de la production intensive et créative du cinéma indépendant européen. En effet, l'arrivée du parlant a fortement ralenti la production du cinéma d'avant-garde par le coût important de la création audiovisuelle qui rend difficile le financement des courts-métrages expérimentaux. De plus, le parlant donne lieu à une forte production de cinéma roman en format long-métrage, à l'inverse des volontés du cinéma indépendant, préférant un format court avec un langage visuel. Les difficultés politiques dans certains pays comme l'Allemagne, l'URSS ou l'Italie avec l'éruption de régimes totalitaires, ainsi que la crise économique de 1929, rendent la création expérimentale difficile. Nombre de cinéastes et d'artistes se sont tournés vers des formes documentaires ou publicitaires pour continuer à créer. Toutes ces conditions provoquent une forte migration des artistes européens vers l'Amérique, en particulier allemande, à l'émergence de l'Allemagne nazie. Tout d'abord les Juifs, qui ne peuvent plus exercer leur métier dans le cinéma à partir de 1933, puis de grands noms du cinéma comme Fritz Lang, Mankiewicz, Preminger ou bien Billy Wilder quittent l'Europe pour Hollywood.
Des hommes de l'expérimental partent eux aussi en Amérique, tels que Oscar Fischinger et Hans Richter. La migration artistique provoque un déplacement de la production du cinéma indépendant de l'Europe à l'Amérique, créant ainsi un nouveau théâtre pour la création expérimentale. À partir des années 40, se développe un nouveau courant cinématographique qui va bouleverser les codes et marquer la culture, le New American Cinema.